Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence qui vise à faire le bilan et les perspectives sur la SCPI Pierre Val Santé, dont vous êtes associé. En tout cas, je l'espère, mais a priori oui, puisque ce sont vos conseillers, ce sont les personnes avec qui vous êtes en rapport pour le suivi de votre patrimoine qui vous ont proposé ce beau véhicule financier sur lequel on s'interroge beaucoup, parce que forcément, il y a beaucoup de presse en ce moment. La presse est très très abondante sur mais que vont devenir les SCPI suite à une intervention et un fait assez marquant, assez fort, qui a été donné par un des acteurs majeurs de cette profession qui est Amundi, qui a dévalorisé ses parts. Et toute la profession s'émeut de tout cela pour savoir si c'est un mouvement qui va être généralisé, ou bien si c'est un épiphénomène. Alors tout de suite, je vous donne la conclusion. En ce qui me concerne, il n'y a pas de question de dévalorisation de la part, et au contraire, on est plutôt bien en place, et on va essayer de vous montrer ça dans les 40-45 minutes qui viennent, pour ensuite laisser place à des questions. Je sais qu'elles sont déjà assez nombreuses, donc je vous en remercie par avance. Donc je vais partager mon écran avec vous. Si tout se passe bien, on est dans les conditions directes, hein, donc forcément, toujours l'angoisse de pouvoir réussir à partager l'écran, ce qui a priori est fait. Donc voilà, donc on a titré ça au cœur de la SCPI Pierre Val Santé. On a voulu jouer un petit peu sur les mots, au cœur, parce que on est sur un véhicule de santé, comme vous le savez. Donc la SCPI Pierre Val Santé a pour vocation unique de gérer l'externalisation donc du foncier et de l'immobilier des exploitants de santé, donc que ce soit des cliniques, que ce soit des résidentiels de type EHPAD, des laboratoires, etc., etc. Donc on le fait plutôt avec un gros succès. Donc on est au cœur de cette économie de la santé, donc cette analogie avec le cœur, le battement, effectivement, ça donne le rythme, ça c'est évident. Et puis on est aussi un peu à cœur ouvert, puisqu'on aime bien, nous, la transparence, et on aime bien partager avec vous tout ce qui nous conduit aujourd'hui à gérer et à piloter donc l'avenir en quelque sorte de cette SCPI Pierre Val Santé, sur lequel vous avez porté une partie de votre épargne, et on vous en remercie. On vous remercie de cette confiance très largement amplifiée, plébiscitée depuis maintenant de nombreuses années. Alors si vous le voulez bien, on abordera six points qui permettent un petit peu de faire le tour du marché aussi, pour s'assurer qu'on est bien sur un marché qui est avec une très grande profondeur, ce qui nous permet notamment d'être assez serein quant à l'investissement de la collecte que vous nous confiez, puisque ce qui est toujours important dans une SCPI, c'est de pouvoir investir selon le cahier des charges qu'elle a édicté ou qu'elle a présenté à ses associés, qu'elle puisse investir donc sur des actifs en permanence. Ça, c'est l'élément clé dans une SCPI. Pour qu'une SCPI vive et qu'elle continue à se développer, il faut absolument qu'on ait la profondeur de marché suffisante, ce qui est le cas sur la santé. On n'a pas hésité, comme vous le savez, à aller voir à l'étranger ce qui s'y passait pour trouver chaussure à notre pied, si vous me passez cette expression. Alors, premièrement, on est en train de travailler aujourd'hui beaucoup sur la présence accrue de Rial, puisque Rial, c'est la société de gestion dont le nom est souvent effacé par le produit, qui est le produit phare, qui est la star chez nous, qui est la SCPI Pierre Val Santé. Donc on connaît davantage la SCPI Pierre Val Santé plutôt que Arial. Il faut qu'on établisse un petit peu cet équilibre-là, puisqu'on n'a pas que ça quand même dans notre gamme. Et les autres produits qu'on pourrait développer ou déployer sur ce marché de la santé, finalement, contribueront à mieux équilibrer encore les tendances, les perspectives et finalement la tenue financière de votre véhicule, la SCPI Pierre Val Santé. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'on est effectivement devenu, depuis quelques temps maintenant, un acteur incontournable dans le secteur de la santé. Ça, c'est une chose constatée, observée. On est ce qu'on appelle le pure player de la santé, c'est-à-dire qu'on est les seuls à ne faire que de la santé. Donc certains autres concurrents prestigieux et néanmoins amis travaillent sur la santé, mais ne font pas forcément que de la santé, même si certains se recentrent sur la santé. En ce qui nous concerne, ça a toujours été notre leitmotiv, notre domaine exclusif d'intervention. Donc on ne sait faire que ça, mais je crois qu'on sait bien le faire. Donc on est très engagé sur ce domaine-là. Et puis on est, en termes d'engagement, très engagé au plan sociétal, puisque comme vous le savez, on est en relation très étroite avec l'Institut du cerveau, vers qui on flèche donc automatiquement, systématiquement des dons qui sont issus des collectes que l'on fait, donc des versements que vous nous accordez, puisque grosso modo, donc c'est 1 euro pour 10 000 euros collectés qui va directement pour le financement de la recherche sur les maladies neurodégénératives. Et on est très fiers de ça, et on vous encourage même à faire encore des dons additionnels, puisque ces dons additionnels
bénéficieraient d'une réduction d'impôt, comme vous le savez sûrement. Et puis, les engagements, ils sont aussi autres, ils sont parfois un peu commandés par la réglementation, mais en ce qui nous concerne, on est assez à l'aise et assez, droit dans nos bottes, si j'ose dire, par rapport à tout ce qui est ISR, ESG, développement durable et cetera. Puisque pour nous, la durabilité des bâtiments notamment et ils sont effectivement très consommateurs d'énergie, très, c'est un des domaines d'activité qui contribue, dans le mauvais sens du terme, le plus, à tout ce qui est, carbone et cetera. Donc ça pollue et donc il faut absolument qu'on s'achète une vertu là-dessus, mais au-delà de ça, qu'on s'achète des principes également pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc tous les bâtiments qui seront dans des normes de durabilité, pour nous, sont source de performance et non seulement on l'affirme, mais on le prouve. Tout ça nous amène aujourd'hui à un succès qu'on vous doit, et on vous en remercie encore, qui est d'avoir très largement dépassé maintenant les 50 000 associés, puisqu'on est même à 55 000 associés, les 50 000 était plus marquant. Et on a dépassé également les 3 milliards d'actifs gérés, donc on fait vraiment partie des gros acteurs sur ce marché, parce que maintenant on est à 3 milliards, 06 millions très exactement. Donc là aussi on est très fiers de ce chiffre-là et on vous en remercie. Alors l'immobilier, c'est parmi les autres classes d'actifs, c'est un actif qui est assez plébiscité hein, chez les Français et chez les épargnants français. C'est vrai que ça se comporte parfois assez différemment des autres classes d'actifs, donc ça peut aussi montrer une sorte de décorrélation dans vos allocations, donc ça c'est important. Et les conseillers qui vous accompagnent, qui sont en proximité avec vous pour vous conduire dans vos objectifs patrimoniaux, savent bien effectivement faire la part des choses et arbitrer, équilibrer entre la partie immobilière et la partie mobilière notamment, qui peut comprendre notamment des actions ou ce genre de support de nature obligataire ou que sais-je. Donc les SCPI au sein de l'immobilier ont aussi leur partition à jouer. C'est important parce que c'est de l'immobilier, mais j'allais dire avec une facilité d'accès, une facilité de gestion qui est à nul autre pareil. Et c'est beaucoup moins lourd, évidemment, de gérer ou de suivre des parts de SCPI que de gérer ou suivre en direct de l'immobilier, que ce soit une résidence en vue de la louer ou bien l'appartement en vue de le louer également. Et puis au sein de l'immobilier, au sein des SCPI, eh bien, il y a également le sous-secteur de la santé, qui d'ailleurs lui-même est composé de multiples sous-secteurs. Donc la santé, c'est un secteur diversifié à lui-même, en lui-même. Et donc la santé, effectivement, va apporter encore autre chose au sein de l'immobilier. Donc ça, c'est également un équilibre intéressant à trouver. C'est vrai, on dit souvent que l'immobilier est un secteur cyclique. Donc, on a les grands cycles économiques auxquels s'astreint l'immobilier, mais la santé est un secteur acyclique. Quoi qu'il arrive, on aura besoin de se soigner. Quoi qu'il arrive, on aura besoin de mettre en place des solutions privées et publiques pour les hospitalisations et que sais-je. Donc, une dimension acyclique dans un secteur cyclique, c'est un positionnement original et qui permettra justement d'affirmer une certaine résilience. Et on va le voir tout de suite. Alors, le marché de la santé, reprenons les éléments clés. La matière première, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, c'est vrai que c'est très important de regarder aujourd'hui quels sont les 3 éléments structurants de cette économie de la santé. D'abord, l'économie de la longévité. On vit de plus en plus vieux, tant mieux, tout le monde s'en félicite, mais on ne vit pas toujours forcément en bon état jusqu'au bout. Donc, ça crée des besoins et aujourd'hui, l'offre ne couvre pas les besoins et ces besoins sont en train d'augmenter de façon considérable de par l'augmentation de la population, la démographie galopante et on est rattrapé par le baby boom qui est devenu un papy boom et qui devient un dépendance boom. Donc effectivement, on va avoir de plus en plus de besoins à ce niveau-là, de plus en plus de personnes qui auront des besoins exprimés en matière d'hébergement, notamment en fin de vie. Et puis il y a la consommation de la santé qui se fait différemment. C'est vrai que les maisons médicales, les laboratoires, les centres d'analyse, les centres de remise en forme, que sais-je, sont des concepts qui se développent, qui se créent. Les maisons médicales où vous avez tout en un, au sein d'un centre urbain, et cetera, et cetera. Bref, on voit fleurir un certain nombre de nouveaux concepts, des nouveaux concepts de cliniques, dans le dentaire notamment, je pense à ça spontanément, mais ça peut être également dans des modes d'implantation qui font que on va consommer la santé différemment et donc ça supposera des implantations, des établissements qui sont configurés également très différemment. Et puis, il y a eu un accélérateur tout récemment qui est le Covid, qui ont fait que l'approche de la santé est un petit peu différente. On pense notamment à certains habitats qui sont conçus
très différemment. On pense notamment aussi aux chambres dans les cliniques. De plus en plus de chambres sont désormais des chambres à un lit seul. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter justement les transferts de virus d'une personne à une autre. Donc on essaye de combattre ça, notamment par des solutions d'habitat adaptées. Et puis, on est aussi rythmé par des normes environnementales qui font qu'on doit aussi adapter nos bâtiments. Donc tout ça fait que ça crée une émulation, ça crée des besoins, ça crée des attentes aussi, que les besoins aujourd'hui, que ces besoins ne sont pas forcément toujours satisfaits. Et donc, on est dans une économie en pleine structuration en matière d'équipement en termes d'établissement de santé, ce qui signifie que l'on a effectivement de belles perspectives quant à ces implantations, à ces développements de ces établissements de santé et donc corrélativement pour la SCPI Pierre Santé, des acquisitions potentielles puisque les exploitants des établissements de santé veulent de plus en plus externaliser la gestion de leur foncier parce qu'ils estiment que c'est pas leur valeur ajoutée forcément et puis qu'ils ont aussi besoin de cash pour financer leur propre développement et donc tout le monde s'en trouve bien heureux. Quelques mots sur le marché de la santé. Donc, je vous l'ai dit, le baby boom qui a transformé en papy boom et qui permet aujourd'hui d'envisager le dépendance boom. Bah, tout simplement, c'est vrai que le baby boom des années 60, eh bien, vous faites quelques dizaines d'années plus tard, ça devient le papy boom et donc un pic de population important à ce moment-là et donc qu'on doit gérer aujourd'hui. Donc, ça se gère avec plusieurs façons, mais on a ici quelques chiffres qui sont assez édifiants, avec les populations de plus de 85 ans, également les taux de croissance des plus de 85 ans, également les besoins estimés qui notamment visent à constater aujourd'hui qu'il manque quand même 500 000 lits en EHPAD en Europe, ce qui est considérable, 100 000 en France, 500 000 en Europe, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que de plus en plus donc, de gens ont des besoins à ce niveau-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelle est la répartition du coût d'un résident en EHPAD, par exemple, c'est quand même 65% lié à l'hébergement et à la restauration. Autrement dit, si on lit entre les lignes, ça c'est à la charge du résident. Les soins qui sont plutôt à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou équivalent, c'est 35%. Tout ce qui relève de la dépendance est pris en charge par le département, c'est plutôt 10%. Pardon, les soins, c'est 25%, pardonnez-moi. Sinon, on sera à 110%, ça fera un peu trop. Donc voilà, donc 65, 25 et 10, c'est la répartition aujourd'hui connue sur la prise en charge de ces besoins et de ces coûts, notamment de résidence. C'est un exemple évidemment, mais on pourrait le transposer assez facilement sur d'autres natures d'établissements. Deuxièmement, donc les soins, comme on le disait, donc la longévité, mais également les soins, progressent. Et ce sont des dépenses qui augmentent, notamment avec l'âge. Donc si en plus il y a davantage de personnes dans ces tranches supérieures en matière d'âge, eh bien, ça va faire un effet boule de neige. Et les prises en charge ne suivent pas forcément sur le même rythme. Ou bien d'ailleurs, ça serait un effet collatéral en matière de coûts, soit par les pouvoirs publics, soit par les privés via les mutuelles, etc., qui serait également assez difficile à tenir. Mais vous voyez ici que les enjeux sont quand même absolument considérables. On parle de plus de 9% du PIB, donc c'est un poste qui pèse énormément et on ne sera pas, comment dire, on va pas délaisser ce plan-là, tant sur l'hébergement que sur l'accompagnement en matière de soins. Eh bien, les pouvoirs publics, mais accompagnés des privés, feront ce qu'il faut pour pouvoir justement prendre en charge tout ça et accompagner nos aînés notamment. Tout ça nous amène à montrer que la santé est un marché qui est encore un marché d'opérateurs, où il y a effectivement beaucoup de choses encore à faire, beaucoup d'équipements, puisqu'il y a des déficits. C'est vrai dans certains secteurs d'activité, c'est vrai dans certaines zones géographiques, les déserts médicaux, je ne vais pas y revenir, mais c'est aussi vrai dans d'autres pays. Et donc là aussi, ça montre tout l'impact que ça a que d'être nativement avec une SCPI, Pierre Val Santé, qui va tout de suite aller voir à l'étranger ce qui se passe pour pouvoir justement trouver les meilleures solutions et chasser quelques opportunités pour intégrer dans le portefeuille et dans le parc géré au sein de Pierre Val Santé.
Donc la demande est forte, elle est soutenue, et elle est aujourd'hui, donc très inférieure à l'offre, laquelle demande donc augmente encore davantage. Donc l'écart se creuse et très modestement, nous allons pouvoir, grâce à votre SCPI Pierre la Santé, contribuer à financer, à accompagner certains opérateurs ou à financer certaines de leurs exploitations, de certains de leurs établissements, dans le domaine de la santé pour, aller vers ce bien commun en quelque sorte, bien étant pris dans toutes les acceptations du terme, en matière d'accompagnement de soins de santé. C'est vrai qu'on a de plus en plus on est de plus en plus sollicité par, des exploitants qui veulent externaliser la gestion de leur immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils n'y trouvent plus véritablement leur compte en matière de valeur ajoutée. Ils constatent que c'est parfois un peu lourd à porter, et ils ne sont pas forcément experts en ce domaine. Or, ils sont experts en médecine ou bien en accompagnement de soins et ils veulent réinvestir dans l'outil de production, dans l'outil d'exploitation, d'où effectivement le fait de se libérer en quelque sorte de la gestion de leur foncier ou immobilier. Ça tombe bien puisque nous on est capable de le faire et on est capable de créer de la valeur à ce niveau-là. C'est vrai que aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, les capacités ou les facultés financières des exploitants se concentrent, se recentrent, avec des difficultés aussi d'accès au crédit notamment. Les banques sont un peu frileuses aujourd'hui, on le comprend, pour faire des prêts. Donc, le développement des exploitations de santé se fait notamment par notre entreprise et avec les propositions qu'on peut leur faire. La santé d'une part, les SCPI d'autre part, comment ça se comporte? On a eu des chiffres tout récemment et qui ont fait d'ailleurs ensuite, qui ont généré des commentaires. Ici, c'est un chiffre alors qui date un peu puisqu'il a 6 mois. Il était fait en début d'année par nos amis de BNPRM où on voit sur la partie gauche de l'écran le comportement des différents sous-secteurs d'activité dans le domaine des SCPI. Donc, il y en a un certain nombre emblématiques. Et puis, à partir de 2023, les prévisions que l'on a pour les quelques années qui viennent. Évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Eh bien, on voit qu'un secteur non seulement a été assez peu chahuté ces dernières années et a de belles perspectives les années en perspective, les années prochaines, et surtout avec une relative linéarité, c'est la santé. Et seule la santé, effectivement, sort épargnée, véritablement épargnée de ces chaos que l'on connaît, que l'on connaîtra encore également. Et donc, on voit ici que bah, on est toujours en positif, on est toujours rectiligne et on est sur une tendance qui est assez intéressante. Alors, je ne vais pas dire confortable ou sécuritaire, mais en tout cas, c'est un cœur de portefeuille, là aussi sans jeu de mots, qu'il est indispensable d'avoir dans ses allocations. Alors, on le voit ici, les derniers chiffres qui nous ont été donnés par l'ASPIM étant un organisme qui regroupe la plupart des sociétés de gestion en SCPI, on voit que la collecte s'est tassée. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose pour autant, ne soyons pas affolés là-dessus. C'est l'ensemble du marché des fonds immobiliers, SCPI en tête, OPCI, sociétés civiles et sociétés civiles immobilières, qui marquent le pas, en effet. Mais on vient de niveaux qui étaient un peu stratosphériques, donc c'est peut-être pas mal de revenir à des niveaux plus raisonnables, notamment avec des différences qui sont assez marquées. Alors sur les SCPI, c'est vrai qu'il y a un recul de 23% sur en fait les UC immobilières qui sont par essence plus liquides, puisque c'est l'assureur qui assure les liquidités. Eh bien, les épargnants n'ont pas hésité à entrer, sortir, puisque la liquidité n'est pas un sujet. Or, il faut bien se rappeler que les SCPI, les fonds immobiliers, les EPCI, ça reste de l'immobilier. Donc, ce sont des horizons de très long terme. Donc, c'est un peu paradoxal que de pouvoir donner la possibilité de sortir à l'envi d'un support immobilier, ce qui conduit, eh bien, écoutez, on le voit ici, à quelques moins 66% simplement, avec des gens qui ont pu agir au son du canon, comme on dit. Et dès qu'il y a eu un petit grain de sable dans le rouage, eh bien, nombre de personnes se sont prises d'envie de retrait, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'il faut, à mon avis, garder la tête froide et rester sur des supports dont la vocation est d'être investi sur du très long terme. Donc c'est vrai qu'il y a eu des demandes de rachat en hausse importantes, alors principalement dues aux institutionnels, donc qui sont des caisses de retraite, des assureurs, des mutuelles, qui investissent des très gros tickets et qui, au gré des conditions, des ambitions financières, eh bien, peuvent retirer tout du jour au lendemain, ce qui est parfois un petit peu déstabilisant. Et puis certains ont anticipé, au gré de ce qui a pu être dit, lu dans la presse, en attendant des ajustements de valeurs futures qui viendront ou pas.
Et en ce qui me concerne, ça sera le ou pas. On est sur des capitalisations de l'ensemble du marché qui est légèrement inférieure à 100 milliards d'euros, donc ça commence à peser très très significativement. Et vous voyez ici le dernier point que les SCPI diversifiés et les SCPI de bureau ont joué le chassé-croisé ou les vases communicants, comme vous voudrez, puisque ce trimestre, c'est 44% représenté par les SCPI diversifiés, elles étaient à 29%, et strictement l'inverse pour les SCPI de bureau qui sont un petit peu disqualifiés aujourd'hui, alors que les SCPI de santé, eh bien, écoutez, là aussi, sont assez linéaires et continuent leur petit bonhomme de chemin de façon relativement stable, et ça montre bien que c'est là encore un fonds de portefeuille qui est assez intéressant. Alors, 3 questions qui nous viennent très, 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 très fréquemment, euh, non pas à l'esprit, mais surtout qui nous sont posées par des conseillers ou bien vous-même les épargnants. C'est la valorisation des actifs, la liquidité et l'inflation. Donc, ces 3 sujets sont des sujets majeurs dans vos préoccupations et là aussi qui font couler beaucoup d'encre journalistique. Donc, écoutez, on va s'expliquer là tout de suite sur ces 3 sujets, vous donner les éléments d'explication, en tout cas sur ces 3 sujets qui font débat. Alors, la valorisation des actifs. Alors oui, effectivement, l'immobilier est en train de marquer le pas, donc c'est comme si on était sur un tapis roulant qui ralentit, voire qui stoppe, voire qui part à l'envers. Et si vous voulez continuer à avancer, il faut marcher de plus en plus vite, voire courir sur ce tapis roulant. Alors ça tombe bien, tout le monde n'est pas en même santé, sans jeu de mots, quoique. Et donc, nous avons, nous, la capacité, effectivement, à courir sur ce tapis roulant et à créer encore de la valeur, même si l'ensemble du marché cyclique, dont je vous le disais en introduction, eh bien, marque le pas. Donc on est assez à l'aise. Pourquoi? Parce que ces actifs-là ne sont pas valorisés comme les autres actifs dans d'autres secteurs immobiliers. On parle toujours d'emplacement, emplacement, emplacement. Non, pour nous, c'est l'exploitation qui prévaut. C'est la visibilité que l'on a sur les loyers futurs, et c'est l'adéquation du bâtiment, de l'établissement, à son exercice, donc une clinique, un laboratoire, etc. C'est ça qui fait la valorisation d'un actif, et c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu indépendant, insensible au mouvement de marché. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important, parce qu'effectivement, on a, quant à la capitalisation des loyers futurs, une visibilité sur 15, 20 ou 30 ans, donc 17 ans en moyenne, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et tout ça donc s'effectue sur la base de ratios d'exploitation. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu technique, pardonnez-moi, mais on est effectivement toujours à chercher le partenariat avec notre exploitant, et on ne cherche pas simplement à lui faire courber les chines sur un loyer qu'il ne pourrait pas supporter ou dont il ne pourrait pas supporter l'indexation. Justement, l'indexation, c'est un élément important. Vous voyez ici un exemple qui est assez évocateur. Aux Pays-Bas, les actifs que nous avons ont été dévalorisés par les experts, donc on est en parfaite indépendance là-dessus, de moins 13%. Si ce n'est que, alors certes avec un effet retard, on a pu indexer les loyers de 12%. Donc on a un jeu à somme nulle qui est quand même assez intéressant en termes de valorisation globale, et qui est le reflet donc de comportements dans différents pays, et qui pour nous aussi est le reflet de la dispersion dans ces différents pays et dans les sous-classes d'actifs, qui fait qu'aujourd'hui on a un portefeuille qui tient tout à fait la route et qui a même été valorisé en territoire positif avec plus 0,11%. Donc on est assez à l'aise, bien que effectivement il y ait des transactions qui marquent le pas. Mais en ce qui nous concerne, sur les premières transactions que nous avons pu réaliser, je vais vous annoncer une bonne nouvelle d'ailleurs tout de suite après, eh bien ces cessions d'actifs se sont faites au prix d'expertise, donc il n'y a pas eu de dévalorisation en tant que telle, puisqu'on est bien au prix du marché, et le marché se tient finalement assez bien dans le domaine de la santé. Deuxième sujet, la liquidité. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Si on veut sortir, comment on fait? Le mieux, c'est de ne pas le faire, parce qu'on est encore une fois sur des sujets, sur des véhicules qui sont de très long terme. Je rappelle qu'une SCPI est détenue en moyenne 22,5 années, donc ce qui est considérable. Mais surtout, un élément garant de la bonne liquidité, c'est qu'il y ait ce mouvement de gré à gré qui s'organise en permanence. Donc c'est la dynamique et le rythme de collecte qui font qu'on va avoir quelque chose qui va se stabiliser. Et c'est aussi et surtout le fait de pouvoir faire porter nos actifs, c'est-à-dire le capital de la SCPI, sur principalement des personnes physiques ou quelques petites personnes morales ou des SCI qui ressemblent
comme 2 gouttes d'eau à une personne physique, hein, finalement, et on est plus avec des épargnants plutôt qu'avec des investisseurs, de type notamment institutionnel. Donc c'est ça qui fait la dispersion du risque, puisque avec 55 000 associés, nous n'avons que, entre guillemets, 54 000 € de détention moyenne, et on a très peu de porteurs qui sont à plus d'1 million d'euros notamment. Et vous avez ici la répartition de l'actif par typologie de personnes, ce qui montre bien effectivement la dispersion du risque, et c'est ça que l'on vise en priorité. Troisième point, l'inflation. Donc là aussi, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. L'inflation, est-ce que c'est un risque? C'est un point de vigilance en tout cas, qui entraîne la hausse des taux, ça c'est évident. Est-ce que la hausse des taux, c'est grave? Ça dépend, pas toujours. Rappelez-vous que nos parents peut-être se sont constitués une très grosse partie de leur patrimoine grâce, je mets des guillemets à grâce, à l'inflation pour 30 voire 40%. Que ceux qui ont acheté à des prix bas, mais avec des taux élevés, eh bien, ont pu dans la durée renégocier leurs taux, mais pas le prix. Donc c'est pas si mal que ça. Et nous, on est à la fois dans une démarche où on est dans une démarche de valorisateur d'un actif existant et dans une démarche d'acquisition de nouveaux actifs. Donc on est forcément rythmé par les deux. Le mieux, c'est un très bon équilibre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on achète peut-être un peu moins avec de la dette parce que la dette est chère, donc les crédits sont chers. Et donc, on va se calmer un peu sur la dette, mais en revanche, on va surtout mettre l'accent sur la valorisation de l'actif existant, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc voilà, on boucle la boucle, et les choses seront bien faites. Mais effectivement, la dette aujourd'hui est dans un poids qui est tout à fait acceptable. On est inférieur à 8%, donc on est très en deçà des limites autorisées par les autorités. Et on est assez à l'aise par rapport à tout cela. Et puis, il faut rappeler que ce qui est très important, c'est que même quand il y a de l'inflation, on le voyait tout à l'heure, on est dans certains pays avec des indexations qui sont moins contrôlées qu'elles ne le sont en France, qui par exemple aujourd'hui sont plafonnées à 3,5. Quand je vous disais tout à l'heure qu'en Hollande, on a pu indexer à hauteur de 12%, c'est quand même important. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut être en face de locataires qui sont en capacité d'accepter et de supporter ces indexations de loyer. C'est le cas dans la santé, puisqu'on est sur des actifs qui sont monolocataires dans la plupart des cas, monovalents, et dont on a vu également dans le premier slide, on voyait la répartition du coût d'un résident par exemple, que les pouvoirs publics ne délaissent pas ce marché-là et cette activité-là, et donc contribueront également pour les prix de journée notamment. C'est pas l'intégralité du prix bien sûr, mais c'est déjà ça, et c'est important de le rappeler. Et c'est vrai qu'on a des indexations mécaniques, c'est la seule classe d'actifs qui existe comme ça. Vous ne trouverez pas ça sur des actions, sur des obligations. Là, nativement, mécaniquement, on embarque de l'indexation. Voilà des choses intéressantes, je pense, pour vous rassurer et qui devraient corroborer donc vos intentions de placement, puisque lorsqu'on s'adresse à des épargnants tels que vous, eh bien, c'est le cas ici de cette analyse qui a été faite par le cercle des épargnants, eh bien, on voit les aptitudes, les appétences, les intentions des uns et des autres sur les différentes catégories de placement. Heureusement, il n'y en a pas un qui l'emporte de façon éhontée sur tous les autres, c'est très bien. Ça veut dire que la culture financière fait son œuvre et qu'on est ici sur un bon équilibre entre les différentes classes d'actifs. Néanmoins, la classe d'actifs des fonds immobiliers est une classe d'actifs qui est performante dans la durée, qui est peu volatile, qui est très résiliente et qui est décorrélée des autres classes d'actifs. Donc, elle coche quand même pas mal de cases pour être au cœur de vos allocations. Alors, rapidement, parce qu'en fait, on l'avait déjà vu lors de la session précédente, c'était les faits marquants, mais pour ceux qui n'y avaient pas assisté, allez, on n'hésite pas, on a beaucoup de plaisir à le redire. Principalement, voilà, on va parler de la revalorisation de la part, pardonnez-moi, de 2% en toute fin d'année dernière, d'une labellisation ISR en ce début d'année, de la première implantation au Canada, ce qui fut un point marquant et qui sera sûrement suivi d'autres implantations, et puis une valorisation du portefeuille, malgré tout ce qu'on dit, qui est resté en territoire positif. Alors, si on zoome sur deux éléments, le Canada, pourquoi le Canada? C'est un pays, c'est une entité dans laquelle on a une très belle profondeur de marché, qui est très bien notée en matière financière, qui a des besoins considérables et qui là aussi nous permet de trouver chaussure à notre pied dans tous les éléments que l'on cherche, à la fois la qualité, à la fois le tempérament, la façon d'agir sur ce marché, et puis également les conditions financières évidemment qui sont importantes, et le concept notamment de résidents partenaires qui montre l'implication des résidents eux-mêmes
dans ces EHPAD, mais qui sont plus des lieux de vie, eh bien, c'est assez étonnant, assez détonnant et assez inspirant. Deuxième élément, c'est l'ISR. On a reçu donc le label ISR, mais honnêtement, de vous à moi, ça n'a pas été un étonnement, puisque on est tellement rythmé par ça depuis le début que c'était certes une consécration, une illustration, mais pas une découverte. Et donc, il était normal pour nous que d'être labellisé ISR. Et derrière ISR, on y met autre chose que ce seul acronyme. C'est vraiment une ambition et une motivation extrêmement forte, notamment qui nous permet d'accompagner nos épargnants en donnant du sens à leur placement. Et c'est ça qui nous importe, cet alignement d'intérêts que l'on va chercher entre la performance, qui est incontestable, qui est l'élément clé, l'élément premier de référence, jusqu'au sens. Donc comment va-t-on pouvoir aligner ces différents éléments? Alors, les chiffres clés de la SCPI Pierre-Val Santé, il est important d'abord de rappeler que la SCPI Pierre-Val Santé ne déroge pas d'un iota par rapport à ces 3 éléments force que sont 100% santé, l'international et le fonds de partage. Ça, ce sont vraiment les éléments qui constituent l'ADN de Pierre-Val Santé. On ne déroge pas, on est très fiers de tout ça, notamment le fonds de partage avec l'Institut du cerveau, qui est le 2e institut au monde en matière de maladies neurodégénératives, qui produit et qui délivre des études mondialement reconnues. Donc on est très fiers de participer à tout ça, même si on aimerait tellement faire davantage. On est également rythmé par un cahier des charges qui est extrêmement strict, et de par la profondeur de marché qui existe, on peut rester sélectif parce qu'on répond à ces différents éléments du cahier des charges sans pour autant donc dévoyer notre philosophie même. Donc on recherche des baux de très long terme parce qu'on veut s'engager avec l'exploitant à ses côtés en proximité sur des très longues durées. On négocie en euros, même si on est au Canada aujourd'hui, on négocie en euros. Les baux triple net, ça veut dire que c'est notamment le principe à l'étranger, eh bien les travaux sont pris en charge par le locataire, donc ça c'est important, même si ça aura un effet évidemment sur le prix, hein. Et puis l'indexation des loyers dont on a parlé à l'instant, qui fait que également on est toujours dans cette grande proximité avec nos exploitants, toujours aux premières loges pour pouvoir être au courant de négociations, de transactions qui pourraient se faire. Donc on intervient ce qu'on appelle off-market, en opposition à un appel d'offres où forcément c'est le vendeur qui est en position de force dans un appel d'offres. Donc tout ça nous amène à une implantation qui est celle-là, que vous allez découvrir dans votre bulletin trimestriel qui vous sera adressé dès la semaine prochaine. Donc, avec l'apparition du Canada, vous voyez que c'est encore l'épaisseur du trait, mais on y a des belles ambitions, puis surtout la dilution de certaines expositions, même si la France, dont on pourrait penser, ou dont certains pourraient penser qu'on n'aime pas la France, bah si, on aime bien la France, mais au gré des autres implantations, eh bien ça diminue un petit peu, comme l'Allemagne d'ailleurs. L'Allemagne, il n'y a pas si longtemps, pesait encore 30% dans le portefeuille. On n'a pourtant rien vendu en Allemagne, mais tout cela s'est dilué au gré des autres acquisitions. Et puis, il faut bien admettre que l'Allemagne et la France sont devenus des territoires très, très, très plébiscités, et donc très convoités, et donc devenus très chers. Et donc, il n'aurait plus tellement de sens dans notre portefeuille, dans votre actif, puisque je vous rappelle que c'est votre argent que l'on essaye d'investir au mieux. Si on regarde la répartition par différents pays et différentes catégories, donc on voit qu'on reste là aussi droit dans le bottes sur les 3 secteurs d'activité, que maintenant on inscrit 9 pays à notre escarcelle, avec, vous le voyez, donc 241 actifs dans le portefeuille, ce qui est considérable, avec une prédominance forte sur le secteur médico-social, autrement dit tout ce qui est hébergement, résidence senior, résidence handicapée, résidence de type EHPAD, résidence co-living, hôtel hospitalier, etc. Alors que le secteur sanitaire, lui, concernera les cliniques, les laboratoires, les centres d'analyse, les maisons médicales, etc. Et donc, vous voyez cette répartition entre ces 3 grands secteurs. Et puis, malgré tout, la forte présence en France avec 83 actifs sur 241, alors que les revenus issus de la France ne seront que de 25%. Alors, on est pourtant à 30% en matière d'implantation, ce qui également montre la bonne dispersion des risques. Alors, si on regarde également les dernières acquisitions, vous verrez avec plus d'acuité dans le dernier bulletin trimestriel, vous voyez déjà ici cet éclectisme géographique.
On est en Irlande, on est au Royaume-Uni, on est aux Pays-Bas, avec des appartements, des EHPAD, et cetera. Donc, des beaux établissements qui sont soit déjà construits, soit en cours de construction, avec des surfaces très différentes et donc des niveaux d'acquisition qui sont également très, très différents. Et puis si on poursuit notre petit tour d'Europe, en l'occurrence, encore 2 EHPAD au Royaume-Uni, puis des appartements encore en Hollande. Donc on voit que effectivement cet éclectisme, il se poursuit avec beaucoup de bonheur et beaucoup de perspicacité. Alors ce slide-là est absolument fondamental puisque donc là on touche au cœur du sujet. Combien allez-vous recevoir en matière de dividendes sur ce trimestre? Eh bien, je vous l'annonce tout de suite, ça sera 2,22%, donc en progression significative par rapport au 2,19 du premier trimestre pour lequel on avait annoncé qu'on serait plutôt prudent parce qu'on était confiant sur l'avenir, la preuve. Et à ces 2,22 vont s'ajouter 0,26 euros par part. C'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, puisque nous sommes aujourd'hui même en train de liquider, dans le bon sens du terme, un actif qui est une clinique en Guadeloupe, qui nous permet donc de réaliser une plus-value significative dont vous allez bénéficier, puisque je rappelle que nous gérons au mieux vos intérêts, c'est-à-dire votre argent, et donc vous en bénéficiez au travers d'une adjonction, d'un additif au niveau du dividende qui est quand même de 26 centimes par part, ce qui n'est pas rien, et ce qui nous permet d'être tout à fait à l'aise sur la perception et la perspective de rendement qui sera en taux de distribution entre 5,15 et 5,30%. Donc on reste ferme sur nos appuis, bien solides, avec des perspectives qui sont tout à fait favorables. Je vais citer rapidement l'indexation des loyers, dont on voit l'effet simplement maintenant. Il y a toujours un effet retard sur l'indexation des loyers, mais un effet durable, donc ça c'est important. Des livraisons d'actifs qui vont générer aussi des nouveaux loyers, donc ça c'est important, et qui vont d'ailleurs sortir du niveau de la dette. Donc il va y avoir un double effet intéressant. Les cessions d'actifs dont on vient de parler un instant, qui permettent également d'améliorer l'ordinaire avec une plus-value, en l'occurrence, assez significative. Donc soyons sereins et on est non seulement sur des valorisations qui tiennent la route, sur une liquidité qui est parfaitement assurée, sur une hausse des taux que l'on maîtrise, que l'on pilote, et aujourd'hui qui nous conduit notamment à des, non pas revalorisations de parts, mais des maintiens de dividendes qui sont tout à fait dans le haut du panier et avec des perspectives tout à fait pertinentes et efficientes. Le plan fiscal est important également à rappeler. Vous savez que on a donc aujourd'hui 74%, donc là j'ai été un peu timide sur mon schéma avec 72%, 74% de nos revenus qui proviennent de l'étranger. Et donc si nous avions un TDVM qui est déjà retraité de la fiscalité que l'on a déjà payée sous forme de prélèvement à la source à l'étranger pour les 74% de loyer, eh bien qu'en serait-il si on la comparait à une autre SCPI qui serait 100% française? Mais vous voyez que fonction de votre taux marginal d'imposition, prenons un taux par exemple à 30%, eh bien il reste en poche 2,48 pour une SCPI 100% française, 3,68 pour la SCPI Pierre-Val Santé. Donc la différence est quand même significative, sachant que non seulement il y a des fiscalités moins avancées, moins élaborées, moins fortes tout simplement à l'étranger, en tout cas les pays qui l'ont choisi, mais il y a surtout aussi et surtout cet affranchissement total absolu des prélèvements sociaux qui sont quand même de 17,20%, donc c'est plus qu'un frottement, c'est un vrai obstacle que l'on contourne facilement. Et donc si on se projette, eh bien, on a quand même des écarts de performance qui peuvent paraître anodins sur un an, significatifs sur 2-3 ans, puissants sur 5 ans, qui sont plus acceptables après 10 ou 15 ans. Donc vous avez cette possibilité que de bénéficier de cette fiscalité attrayante. Pour terminer, avant de passer à vos questions, eh bien, juste un slide de synthèse qui vous dit, voilà, on a retenu et on maintient notre philosophie. Pardonnez-moi cette expression, mais on reste droit dans nos bottes. On sait aujourd'hui identifier les moteurs de performance, c'est la profondeur de marché. Si elle ne suffit pas en France, on va en Europe. Si ça ne suffit pas en Europe, on dépasse les frontières de l'Europe continentale, on va au Royaume-Uni et on traverse l'Atlantique pour aller au Canada. Mais c'est la diversité sectorielle également. Et puis, c'est les superbes prévisions que l'on a sur les lisibilités, sur les loyers futurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Nonobstant la résilience du secteur de la santé, ça c'est particulier. Un secteur acyclique dans un secteur cyclique, c'est original.
ce qui nous permet de diffuser des résultats qui sont de très belles factures. Je ne les ai pas tous comment dire, détaillés, mais effectivement, on a des éléments très importants. Et puis, ça reste un rempart contre l'inflation avec cette indexation qui est embarquée nativement dans les loyers. Et puis, bah, les perspectives, je pense que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on est assez serein, assez, assez à l'aise sur ce qui va se passer, puisque les actifs de santé se comportent quand même assez différemment sur un marché qui lui-même est en pleine structuration, non pas restructuration, mais en pleine structuration, comme ce fut le cas d'ailleurs il y a quasiment 40 ans pour les bureaux. Donc on est un peu dans la même configuration. Donc si on a la même trajectoire que les bureaux, je signe tout de suite parce que ça nous fait encore une bonne trentaine d'années de très très belles perspectives sur le marché de la santé. Et la santé, écoutez, c'est quelque chose qui nous touche tous, soit aujourd'hui, soit demain, directement ou indirectement. On sera tous à un moment donné donc rythmés par ce sujet-là et forcément contraints et mobilisés également sur le secteur de la santé. Alors je vous remercie de votre attention. Je vais prendre tout de suite les questions que l'on a. Donc notamment, ben, on a des questions qui sont liées à est-ce que notamment on va poursuivre notre implantation à l'étranger, notamment avec les prémices que l'on a fait au Canada? Oui, 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 on va continuer, mais on n'est pas forcément avec des quotas en se disant il faut absolument qu'on soit à 20% au Canada. C'est pas du tout ça. C'est vraiment en fonction des opportunités, des accompagnements donc, que l'on peut faire avec nos exploitants. Donc c'est au gré de ces opportunités-là que l'on ira s'implanter au Canada et peut-être sur d'autres territoires. On pourrait tout à fait imaginer d'aller ailleurs, mais ça s'explore sur une très longue durée. Le Canada, on a mis 4 ans avant d'y aller, donc c'est pas rien. Deuxième question, est-ce que vous imaginez de faire des CPI dans d'autres domaines que la santé? Alors ça, je lis derrière ça une sorte de satisfecit ou une sorte de compliment en disant si vous faisiez aussi bien sur d'autres domaines. Alors pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Nous, on veut creuser le sillon de la santé sur lequel on est expert et sur lequel on a une parfaite connaissance de fond en comble. Mais pour le moment, cette expertise-là, elle est tout à fait particulière, donc on la maîtrise bien et on veut surfer là-dessus pour pouvoir donc bah, terminer le job. On n'est qu'au début, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Mais en revanche, sur la santé, on aura peut-être d'autres véhicules à trouver que les seuls SCPI. Ça, c'est en revanche un relais de croissance auquel on s'intéresse de plus en plus. Donc plutôt toute la santé, mais rien que la santé. Mais quand on dit toute la santé, c'est avec tous les véhicules qui vont bien. Donc on aura peut-être effectivement des possibilités d'aller encore un peu plus loin. Je note encore des questions. Ah oui, est-ce que vous allez aller vers les prélèvements automatiques? La réponse est oui. Donc malheureusement, je n'ai pas de date très précise là-dessus. On a eu quelques sujets où il fallait un petit peu reporter tout ça, mais j'ai bon espoir sur le dernier trimestre que l'on puisse à la fois fonctionner avec le prélèvement SEPA et puis mettre en place des modalités facilitantes telles que notamment bien les versements programmés. Alors je vois, bah, tiens, dans la même veine, une autre question qui concerne le démembrement. Est-ce que vous pratiquez le démembrement? La réponse est oui, un très grand oui. On est, je pense, assez spécialiste dans le domaine. Donc on a beaucoup de cas de figure où on doit effectivement proposer du démembrement. Donc souvent, dans la majorité des cas, c'est vous nous présentez de la nue propriété et à nous de trouver, via un carnet d'ordre et un mandat que vous nous confiez, l'usufruit qui va matcher en face de cette nue propriété. Donc ce sont des volumes effectivement assez importants et des habitudes que l'on a là-dessus qui sont assez phénoménales. Ensuite, quelle question j'ai qui irait dans le sens... Ah oui, est-ce que vous êtes inquiet par rapport au mouvement entamé notamment par certains autres acteurs sur la dévalorisation des parts? Bon, je crois que je l'ai dit. Non, on n'est pas inquiet, on est vigilant et il faut toujours être vigilant. Nos concurrents, néanmoins amis prestigieux qui dévalorisent des parts, c'est un signe important. Mais ils sont dans des configurations qui sont assez différentes des nôtres. Donc nous, on privilégie l'agilité. On est sur un marché qui montre tout son bien fondé en matière de perspective et de rentabilité future. Donc non, ça ne nous contraint pas, même si, encore une fois, on ne fait pas les fiers à bras. On est très vigilant par rapport à ce qui peut se passer. Alors, je vais peut-être prendre une dernière question. Est-ce que l'ISR est une contrainte ou une opportunité? Ah, très grande question.
J'allais dire ni l'un ni l'autre. C'est une contrainte, non, parce que c'est devenu maintenant quelque chose de naturel. Bah, il faut qu'on fasse quelque chose. Et nous, on est forcément contributeurs de façon très importante, puisque le bâtiment, comme je le disais, est un très gros consommateur d'énergie, est un très, très gros pollueur sur le principe. Donc il faut qu'on favorise des bâtiments qui soient sains au niveau environnemental, sachant que dans ISR ou ESG, nous, ce qui nous importe le plus, c'est le S, c'est le sociétal. Donc là, on est effectivement très, très impliqué, très imprégné de tout cela. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Pas forcément non plus, parce que on va pas simplement dire bah, parce qu'on est ISR, allez hop, ça y est, on a fait le job et on s'est acheté une vertu, tout va aller très bien. Non, euh, ça se prouve au quotidien, c'est embarqué en nous, c'est natif chez nous et on a sûrement encore beaucoup de choses à faire. Ah, je vois une autre question, je ne peux pas la faire passer à côté. C'est notre dimension avec l'ICM. Comment peut-on faire des dons supplémentaires? Très bonne question, très bonne initiative. Et je vous y invite, puisque même si on fait des dons automatiques, forcément ça ne suffit pas. Et les dons additionnels que vous pourriez faire, je vous rappelle, bénéficient d'une réduction d'impôt qui est assez importante. Et si on passait de 1 euro pour 10 000 à 20 euros pour 10 000, il vous en coûterait 6,36 €. Je pense que ce n'est pas un sujet, il faut juste y penser. Donc voilà, en tout cas, on vous y invitera de plus en plus. Écoutez, je m'arrête là, sinon on pourrait discuter longtemps et je vous remercie de vous être connecté, d'avoir animé un petit peu ce webinaire. Je remercie surtout vos conseillers respectifs qui vous ont induit et qui vous ont proposé de suivre ce webinaire et je vous donne rendez-vous, écoutez, au semestre prochain où nous continuerons ces rendez-vous entre la gestion et les épargnants au cœur de la SCPI Pierre-Val Santé, mais surtout à cœur ouvert. Donc je vous souhaite surtout un très bel été, prenez soin de vous et à très bientôt.